Bonsoir à toutes et à tous. Donc on est vraiment ravis de vous accueillir virtuellement ce soir pour la conférence sur le thème des nouveaux enfants de Boris Cyrulnik. Donc je m'appelle Anouk, je suis chargée de production au Maïf Social Club. Et à défaut de pouvoir vous accueillir au 37 rue de Turenne, on vous accueille virtuellement comme ça. Alors sachez que pour tous nos événements en ligne, il y aura une personne de l'équipe du Maïf Social Club qui vous accueillera à chaque fois. Donc un grand merci à Monsieur Cyrulnik d'avoir accepté de réaliser cette conférence en ligne. On en est vraiment ravis et c'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Donc avant de vous laisser la parole, je vais juste donner quelques informations pour que la conférence se déroule le mieux possible. Donc la conférence va durer approximativement 1 heure. Donc Monsieur Cyrulnik va intervenir pendant 45 minutes et ensuite il y aura 15-20 minutes de questions. Donc c'est selon le temps qui va nous rester. Donc vous pouvez bien évidemment poser vos questions dans l'onglet discussion qui est juste en bas de votre écran. Donc je sélectionnerai quelques questions à poser à la fin à Monsieur Cyrulnik. Donc d'avance, je m'excuse si votre question n'est pas sélectionnée. Je vais tout faire pour, je ferai mon possible. Donc, vous avez pu remarquer que vos micros et votre caméra a été coupés. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas vous voir ni vous entendre, c'est juste pour des raisons techniques, pour qu'il n'y ait pas d'interférence sonore. Donc, voilà. Et donc, si vous avez la moindre question sur le Maïf Social Club, sur notre programmation, le projet, la boutique et tout ce qui s'y fait, on y répondra avec plaisir. Donc, je vous mettrai toutes nos informations, le lien de notre site internet, de nos réseaux sociaux dans la discussion. Et une dernière petite chose, donc à l'issue de la conférence, vous allez recevoir un questionnaire pour récolter vos ressentis. D'avance, un grand merci si vous pouvez y répondre, ça nous aidera beaucoup pour améliorer l'organisation des événements en ligne comme ça, parce que bon, vous savez que c'est un petit peu particulier en ce moment, mais on s'adapte. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne conférence. Je vais laisser la parole à Monsieur Cyrulnik et je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup d'inviter tout ce monde dans mon petit bureau. Ravi de bavarder avec vous. Et on va parler des nouveaux enfants. Alors, pourquoi ce titre curieux? C'est parce que les enfants ont toujours été nouveaux. Au Moyen Âge, on avait tellement peur de l'animalité, puisque les enfants commençaient leur vie en marchant à quatre pattes, qu'il y avait des bandelettes très serrées pour les empêcher de bouger, pour qu'ils s'humanisent, qu'ils échappent au monde de l'animalité. Et on voit dans des tas de sculptures dans les églises avec des enfants abandonnés, avec des bandelettes qui s'écharpent de tous les côtés. Au XIXe siècle, on mettait les enfants dans le bureau des recommandaresses pour les nourrices et ils partaient dans chez des nourrices en Bretagne ou au Morvan. Il y avait des ânes avec 6, 8 cageots sur le côté et il y avait le biberon en verre qui faisait à peu près 50% de morts dans la première année. Donc la vie des enfants n'était pas très importante. Et je commence par cette introduction pour dire l'idée qui va organiser la suite de mon exposé, c'est que la conception de l'enfance dépend beaucoup de la technologie et de la société qui entoure les enfants. Jusqu'en 1862, c'est-à-dire jusqu'à la découverte de la prophylaxie de l'accouchement par Semmelweis à Buda, qui a donné plus tard Budapest, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans. 13 grossesses, et très souvent, elles mouraient de couches ou d'infections. Aujourd'hui, l'espérance de vie des femmes approche les 100 ans et elles ont une vie plus longue que celle des hommes. De plus, les hommes ne sont plus les mêmes. Jusque l'explosion du tertiaire, on va dire en 1960, on faisait du social avec son corps, avec sa violence. La violence était une valeur adaptative pour travailler 15 heures par jour au fond des mines ou à l'usine, ou pour faire la guerre parce qu'il y avait une ou deux guerres par vie d'homme. Donc la violence était une valeur adaptative, elle était valorisée par la culture. Et c'est pour ça aussi qu'il valait mieux mettre au monde un garçon plutôt qu'une fille, parce que les filles mouraient très jeunes, ne faisaient pas la guerre,
et qu'elles avaient donc moins de valeur que les garçons. Tout ce que je viens de dire est aujourd'hui, par bonheur, complètement faux, parce qu'aujourd'hui, on ne met plus de bardelettes autour d'un bébé. Au contraire, on ne met même plus de cage. On attend que on ne met plus de barreaux autour d'un bébé. On ne met plus de ceinture comme pour un chien qu'on tient en laisse, ce qui se faisait. Et maintenant, au contraire, on constate que lorsque les bébés sont libres de leur développement, de leur mouvement, ils se développent beaucoup mieux et ils n'ont pas d'atrophie musculaire. Ils se développent même beaucoup plus vite. Les bébés sont libres de leur mouvement. Les femmes vivent beaucoup plus longtemps, mais elles ne mettent au monde qu'en France 1,7, 1,8 enfants, c'est-à-dire que sur une espérance de vie de 100 ans, leur conception de la vie a complètement changé. Et puis surtout, on ne fait plus du social avec la violence et avec sa force musculaire, on fait du social avec ses diplômes, et là, les femmes, les filles se débrouillent extrêmement bien. Donc ça veut dire que toutes les conditions environnementales sont faites pour que les enfants soient nouveaux. Ils n'ont plus les mêmes mères, ils n'ont plus les mêmes pères, ils n'ont plus le même contexte social. Donc toutes les pressions qui tutorisent le développement d'un enfant, toutes les pressions n'ont jamais existé dans l'histoire humaine jusqu'à maintenant. Alors bien sûr, au départ, il y a quand même un déterminant génétique. C'est que les filles sont XX et que les garçons sont XY. Et que lorsque un spermatozoïde rentre dans un ovule au moment de la fécondation, eh bien, ça donne un bébé humain. C'est très rare que ça donne un hippopotame. Et cette banalité que je viens de dire, ça définit l'épigenèse. C'est-à-dire que le façonnement d'un enfant commence dès la fusion des gamètes, tout de suite. Et là, on voit que si la mère est stressée, elle va sécréter les hormones du stress, c'est-à-dire elle va sécréter le cortisol et la catécholamine, l'adrénaline, il y en a beaucoup d'autres, hein, il y en a 400, mais c'est les vedettes. Or, lorsque la mère est stressée de manière chronique, ces catécholamines, ces substances du stress passent la barrière placentaire et le bébé déglutit 4 ou 5 litres par jour de liquide amniotique bourré de cortisol, de substances du stress qui sont toxiques pour son cerveau. C'est-à-dire que le bébé arrive au monde avec des altérations cognitives, des altérations cérébrales dues au malheur de la mère. Je souligne, c'est pas dû à la mère, c'est dû au malheur de la mère. C'est pas du tout la même chose. Alors l'exemple qu'on prend habituellement pour parler d'épigenèse, c'est la famine de Saint-Pétersbourg, quand les armées russes et finlandaises avaient entouré Saint-Pétersbourg et quand les glaces étaient tellement, il faisait tellement froid que la Volga était gelée, que les bateaux n'apportaient plus les vivres ni les armes. Il y a eu 800 000 morts et il y a eu des femmes enceintes qui ont réussi à ne pas mourir. Je crois qu'elles étaient une centaine et elles ont mis au monde des bébés. Ces bébés ont été suivis 30 ans après. Pratiquement tous ces bébés étaient diabétiques, hypertendus et avaient des maladies de cœur et des troubles du développement. C'est-à-dire que le malheur de la mère, la famine, hein, elle aurait bien voulu manger à sa faim, la famine provoquée par la guerre avait altéré le développement cognitif, le développement cérébral des enfants qui, 30 ans plus tard, ont manifesté des troubles biologiques, somatiques et psychologiques. Donc ce genre de raisonnement-là disqualifie complètement les raisonnements classiques en termes c'est inné, mais non monsieur, c'est acquis. Zéro, aucun sens, parce que ce que je viens de proposer, c'est que c'est un raisonnement écologique. L'enfant est entouré par diverses pressions qui tutorisent son développement. Or, donc, on voit que les décisions, les organisations familiales, les organisations socio-culturelles, la paix, le travail, les conditions de travail, jouent un rôle dans la construction des enfants que les femmes mettent au monde. Or, pour faire un schéma, 18e, 19e siècle, explosion de l'industrie. Les enfants l'ont payé très cher. Les enfants travaillaient dans les mines, les petits garçons, les filles allaient au champ ou à l'usine très tôt et l'école n'était pas une grande valeur.
Or, on constate que depuis 1960, c'est l'explosion du tertiaire. Les conditions du travail sont étonnamment différentes. Le corps passe au second plan, l'école passe au premier plan. Inversion des valeurs qui construisent un enfant et son insertion dans la société. Mais surtout, on voit que dans ces 50 dernières années, on a fait pratiquement 80-90% de toutes les découvertes scientifiques et techniques ont été faites en 2 générations. Donc, métamorphose de la société, métamorphose des parents, métamorphose des conditions de la grossesse, métamorphose du développement des enfants. Surtout que on constate qu'avant, le mariage était sacré, le divorce était considéré comme une honte. Ça existe encore, mais beaucoup moins. Et donc le couple parental était tenu à la solidarité. Et comme il n'y avait pas de sécurité sociale et pas de caisse de retraite, que le travail exigeait une violence, une force physique, il y avait une contrainte à la solidarité que les hommes et les femmes acceptaient, même si c'était une énorme contrainte affective. Et la sexualité, bien sûr, n'avait pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on constate une explosion des divorces et qu'on constate aussi un étonnant développement de tous les enfants sur la planète. Sur la planète. Alors, j'ai présidé la commission des 1000 jours qui a remis un rapport au président Macron et le Parlement vient d'accepter la première réforme, c'est le congé paternité. Alors, pourquoi 1000 jours? 300 jours dans le ventre des femmes, où on sait que maintenant le stress maternel participe à la construction de l'enfant, comme je viens de vous le proposer, mais je vais le reprendre. 300 jours suivants où les enfants sont dans le bras des mères, les relations sont moins biologiques et plus affectives. Le père intervient à ce moment-là beaucoup plus précocement que ce qu'on croyait. Et 300 jours, quand l'enfant commence à parler, voilà le plan que je vais vous proposer. Alors, on va passer maintenant 300 jours dans le ventre des femmes. Or, on constate que lorsque une femme vit sa grossesse en étant stressée, alors le stress maternel, ça peut être sa propre enfance, ça peut être son mari, la violence conjugale, joue un rôle beaucoup plus grand qu'on croyait dans la destruction du cerveau et des émotions de l'enfant, même si l'enfant n'est pas touché physiquement, le simple fait de voir ses parents crier, casser la vaisselle ou parfois se battre, ça sidère le cerveau de l'enfant et ça provoque de graves troubles du développement neurologique, psychologique et affectif. Ça peut être la guerre, ça peut être la précarité sociale, ça peut être la maladie, ça peut être un accident de la vie. Donc, je le souligne parce que ce n'est pas la mère qui est responsable de ces troubles développementaux de l'enfant, ce sont les conditions sociales, relationnelles de la mère. Lorsque le stress est chronique, les hormones du stress finissent par passer dans le liquide amniotique, le bébé déglutit des liquides amniotiques et notamment lorsque la mère est stressée, on voit que sur la bandelette ADN du bébé, on voit des taches apparaître qui sont des radicaux méthyl, CH3. Ça veut dire que quand la mère est stressée, par son histoire, par son mari, par la guerre, etc., lorsque la mère est stressée, la bandelette génétique de l'enfant ne s'exprime plus du tout de la même manière. C'est pas une mutation, c'est un changement d'expression de la bandelette ADN. C'est pour ça que la distinction inné-acquis est un non-sens total. Il y a d'autres modifications, il y a les histones, il y a d'autres modifications, mais celle-là, c'est la principale. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est que dès qu'on sécurise la mère, dès qu'on la déstresse, elle sécrète d'autres hormones, elle sécrète moins de cortisol, elle sécrète plus d'ocytocine, les hormones du bien-être, plus de dopamine si elle joue bien, plus de sérotonine si elle est sécurisée, si elle bouge un peu. Donc ça veut dire que le liquide amniotique ne contient pas du tout les mêmes substances et qu'on voit ces radicaux méthyl se diluer et disparaître très rapidement. Donc c'est le déterminisme est à très courte échéance. Si on fait rien,
le déterminisme peut durer très longtemps et là, la résilience sera difficile à déclencher. Mais si on sécurise la mère, une mère sécurisée deviendra rapidement sécurisante pour le bébé qu'elle porte et les troubles que je viens de décrire disparaissent en 24-48 heures. C'est-à-dire que la résilience est beaucoup plus facile que ce qu'on croyait, puisqu'on voit que si on ne fait rien, en revanche, ces altérations s'installent et là deviennent constitutives du cerveau et de l'apprentissage des relations. Lorsque ces bébés arrivent au monde, on voit que Shaul Harel à Tel Aviv, David Cohen à La Pitié et 1000 autres observations des neuroimageries qui ont été faites l'accouchement des bébés, quand les bébés arrivent au monde, les bébés ont ces altérations cognitives qui sont schématiquement toujours les mêmes. Altération, atrophie des deux lobes préfrontaux, atrophie du système limbique et hypertrophie des deux amygdales rhinencéphaliques qui sont le socle neurologique des émotions insupportables, colère, haine, angoisse, mélancolie. Ce qui veut dire que quand la mère a été stressée, par exemple par la guerre, par un mari violent ou par un accident de la vie, et si on ne la sécurise pas, le bébé acquiert une vulnérabilité neurologique qui fait qu'il va établir des troubles relationnels et il va partir avec un handicap dans la vie. Et là, on voit que l'inégalité sociale qui existait avant, eh bien, elle existe encore plus maintenant. Et on voit que dans les beaux quartiers, par exemple, les mères sont peu moins stressées et les bébés acquièrent plus facilement un attachement confiant. Ils se développent bien, ils sourient, ils interagissent, ils n'ont pas peur des autres. Alors que dans les quartiers difficiles, dans les quartiers en précarité sociale, les mères sont plus stressées. Et là, on voit que beaucoup de bébés ont acquis les troubles qu'on photographie maintenant, qu'on filme, que je viens de vous décrire, je le reprendrai tout à l'heure. Et ces bébés-là traitent mal les informations. Ils traitent toutes les informations comme une agression très forte. Ils ont un retard de langage, ils ont des troubles du comportement, ce sont les incivilités, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont difficiles à socialiser. Mais lorsque la décision familiale et politique protège les femmes enceintes, le nombre de bébés sécures réaugmente très rapidement et surtout la résilience neuronale commence beaucoup plus vite que ce qu'on croyait en 24-48 heures. Alors schématiquement, ce que je viens de vous proposer permet de classer, schématiquement donc un peu abusivement, mais c'est pour raisonner, hein, euh, parmi tous les enfants, il y a des enfants qui acquièrent très tôt des facteurs de, euh, des facteurs de vulnérabilité et d'autres enfants qui acquièrent des facteurs de protection. Si la mère est sécurisée, les enfants trouveront ce qu'il faut pour se développer. Si la mère est insécurisée, les enfants, au contraire, acquièrent des facteurs de vulnérabilité comme neurologique, affective, comportementale, comme je viens de le proposer. Ce qui veut dire que on peut maintenant évaluer avant même la fécondation que un bébé un couple se rencontre avec l'intention ou la possibilité de faire un enfant, la niche sensorielle qu'ils organisent autour de l'enfant, on peut prédire qu'elle sera sécurisante ou insécurisante. Par exemple, une très jeune femme de 13 ans, chassée de sa famille, qui prend des substances, qui qui a des relations sexuelles avec un garçon de 17-18 ans, qui n'a pas de métier, qui prend des substances, qui est dealer, enfin j'imagine un scénario, eh bien on peut prédire que ces deux-là vont offrir au bébé qui arrive au monde une niche sensorielle insécurisante et que le bébé aura donc des difficultés de développement. Alors, on voit que sur le plan, je viens de prendre un schéma en France, mais on voit que dans les cultures en guerre ou à l'étranger, c'est exactement la même chose, mais qu'il y a des pays qui sont en plus grande difficulté que la France. Et par exemple, au Mali, où j'ai eu l'occasion d'aller au Congo avec l'UNICEF, dans un milieu en paix,
toutes les évaluations qui ont été faites montrent que 70% des enfants acquièrent à 10 mois, ils ont 70% des enfants ont déjà acquis un attachement sécure, confiant, souriant, ils font un babil, ils font un tour de parole préverbal, ils vont se socialiser. 30% ont déjà, alors que dans les pays en guerre, c'est seulement 30 à 40% de ces enfants qui acquièrent un attachement sécure. Dans les pays en paix, donc, 30% des enfants ont acquis un attachement insécure, le malheur de la mère, une maladie, un accident, etc. Dans les pays en guerre, c'est 60% des enfants qui acquièrent un attachement insécure. Ils vont se replier, ils vont éviter les relations, ils vont se mettre eux-mêmes en disposition spatiale, d'avoir des relations altérées, de ne pas contrôler l'expression de leurs émotions et d'avoir un retard de langage. Et puis, dans un pays en paix, il y a quand même des gens qui ont du mal, des difficultés. Il y a 5% d'enfants qui ont des attachements confus. C'est grave, on ne comprend pas, ils se développent mal, on ne comprend pas ce qu'ils veulent. Dans les pays en guerre, c'est 25%. Donc on voit que le développement de l'individu enfant dépend étonnamment de l'organisation familiale et socioculturelle. Alors, quand l'enfant arrive au monde, donc c'est le jour de sa naissance, eh bien, il porte déjà les valises de sa mère, de son père, de sa famille et de sa culture. Donc, on voit que les causalités linéaires sont impossibles. On ne peut plus raisonner en termes d'inné et d'acquis. Alors maintenant, on va passer aux 300 jours suivants, c'est-à-dire l'enfant est né, il est dans les bras de la mère. Et là, la mère est une figure d'attachement primordiale, parce que c'est elle qui a porté l'enfant, c'est elle qui a marqué l'empreinte dans le développement de l'enfant pendant la grossesse, et quand l'enfant arrive au monde, il reconnaît les basses fréquences de la voix de sa mère, l'odeur de sa mère, la manipulation, la manière de manipuler doucement ou brutalement, le regard, il s'accroche au regard de sa mère, si sa mère le regarde ou si sa mère regarde ailleurs, ça compose une niche sensorielle autour de l'enfant qui va bien développer l'enfant ou pas bien le développer. Or, on voit que le père euh, intervient beaucoup plus précocement que ce qu'on croyait. Dans les théories anciennes, marquées par la psychanalyse, on disait que le père intervient pour séparer l'enfant de la mère, ce qui n'est pas faux, mais il intervient beaucoup plus tôt. Il intervient pendant la grossesse pour sécuriser sa femme. Si la femme, une mère sécurisée, deviendra sécurisante pour le bébé qu'elle porte, elle ne sécrètera pas les substances toxiques pour son bébé. Donc le père a déjà un rôle à jouer à ce moment-là. Et après, on voit que très tôt, alors là les chiffres sont encore imprécis, c'est dès le deuxième mois, d'autres disent premier mois, enfin, peu importe, on précisera les chiffres au fur et à mesure des observations expérimentales, mais pour l'instant, c'est très très tôt, dès les premières semaines, le père intervient près de la mère, à condition qu'il soit différent de la mère, associé et différent, près de la mère et différent. C'est-à-dire que la fonction paternelle, elle est sensorielle. Si le bébé apprend à s'attacher à sa mère et à une autre figure d'attachement très précoce que nous, on appelle père, même si le mot père désigne un statut masculin étonnamment différent selon les cultures. Parce que dans notre culture, monsieur, c'est la contraction de monseigneur. Il y a beaucoup moins de femmes aujourd'hui qui appellent leur mari monseigneur. Parce que quand le père napoléonien a été mis au monde en 1802 par Napoléon, il a été mis à mort en 1970 par les féministes, et ce père napoléonien, on va dire pendant 2 siècles, avait un grand pouvoir dans son foyer et il n'avait aucune relation affective parce que la fonction des hommes dans ces cas-là, c'était de travailler 15 heures par jour dans les mines. J'ai pas connu cette époque, mais j'ai connu l'époque des 10 heures par jour. J'ai connu l'époque des 15 wagonnets par jour. Un homme faible ne pouvait pas charger 15 wagonnets. Ses enfants ne mangeaient plus le lendemain soir. Donc, j'ai connu cette époque. Et les jeunes aujourd'hui, un jour je racontais ça
à une jeune journaliste, elle me disait: «Mais vous parlez du Moyen Âge?» Eh ben non, non, c'était vos parents, vos grands-parents qui ont connu cette époque. Alors ça veut dire que le père intervient très tôt et le bébé apprend à s'attacher à 2 figures d'attachement associées et différentes, la figure maternelle et la figure paternelle. Et très tôt, les bébés savent s'ils sont manipulés par un corps de femme ou par un corps d'homme. Ils n'ont pas les mêmes positions. Ils s'offrent pour un corps de femme en souriant, ils se contractent en souriant pour un corps d'homme, parce que les interactions sont très différentes. Les femmes sécurisent et à la fin d'une toilette, c'est une des observations qu'on a faites à Marseille, à la fin d'une toilette, les femmes embrassent le bébé qu'elles viennent de toiletter et elles le mettent contre leur corps. Alors que quand les hommes se mettent à toiletter, ce que les jeunes hommes font de plus en plus, à la fin d'une toilette, ils embrassent le bébé et ils font un jeu que ne font jamais les femmes. Ils prennent les jambes du bébé et ils se mettent à le faire pédaler. Les bébés adorent ça. Et puis surtout, ils font un jeu très sexualisé, c'est le lancer de bébé. Alors, ils lancent pas les bébés, bien sûr. Ils prennent les bébés et ils font faire l'ascenseur, et les bébés adorent ça. Et les femmes le font presque jamais. Or, ça veut dire que le bébé apprend à s'attacher à 2 figures d'attachement, 2 figures sensorielles associées et différentes. Et le père précoce est donc très important. Et quand il y a un isolement sensoriel, une carence affective, parce que la mère est morte, parce qu'il y a un malheur, parce que les parents ne sont pas disponibles, parce qu'il y a une précarité sociale, parce qu'il y a des choses graves, la niche sensorielle qui entoure le bébé est appauvrie et son cerveau n'est pas stimulé. Et ça rejoint ce que je décrivais tout à l'heure. Alors je cite David Cohen, mais il y a 1000 observations qui montrent qu'un bébé dans une niche sensorielle appauvrie, quel que soit le malheur et la cause de l'appauvrissement, les 2 lobes préfrontaux sont atrophiés, les circuits limbiques sont atrophiés, les 2 amygdales rhinencéphaliques sont hypertrophiés. Il y a 1000 observations qui arrivent à cette conclusion. Donc l'enfant se développe mal, interagit mal, apprend mal à parler quand la niche est appauvrie par un malheur de l'existence, hein. Or, le père précoce, on peut maintenant observer comment l'enfant apprend à aimer 2 figures d'attachement différentes. Un dispositif d'Elisabeth Fivaz, je cite, parce que c'est elle qui a eu la première cette idée. Le bébé est au milieu, la mère d'un côté, le père de l'autre. Le bébé est âgé de quelques mois dans sa chaise à bébé et les parents pour consigne de simplement bavarder. Si les parents s'entendent bien, il y a un tour de parole qui est respecté pour la mère et pour le père, et le bébé s'intéresse beaucoup. Il écoute, ou plutôt il regarde, il entend sa mère parler, puis ensuite il regarde son père selon le tour de parole. Et s'il y a un trouble de la relation entre le père et la mère, cette harmonie du tour de parole ne fonctionne pas, et le bébé n'en reçoit l'empreinte que de la mère ou parfois que du père. Et on voit que la niche sensorielle est mal formée par la mésentente conjugale. Alors, cette notion, nous, on a demandé d'augmenter le congé paternité, ce qui a été accordé, pas tout à fait autant qu'on voulait. Les pays d'Europe du Nord ont 1 an de congé parental. Le père et la mère, les premiers mois sont donnés à la mère, et ensuite le couple s'arrange selon le travail, selon les circonstances, pour entourer l'enfant jusqu'à la première année. On avait demandé 9 semaines, on en a obtenu 4. C'est un premier pas, je pense, parce que probablement le congé paternité angoissait les entrepreneurs, parce qu'effectivement, ça fait un employé en moins. Et puis souvent, les entrepreneurs disaient au père qui demandait son congé paternité, les employeurs lui disaient: «Mais tu viens travailler, c'est pas toi qui donnes le sein». Ce qui n'est pas faux. Mais Heu, le père venait travailler mal à l'aise et sa rentabilité était moins grande, et quand un père est heureux parce que sa femme est heureuse et parce que son bébé se développe bien, et ben, il travaille bien. Et quand ces réformes ont été faites dans les pays d'Europe du Nord ou au Québec, on voit que les entrepreneurs ont vite été convaincus qu'un homme joyeux travaille mieux. Un homme sécurisé, lui aussi, il est comme les femmes, un homme sécurisé travaille mieux. Et une mère sécurisée, quand elle reprend son travail, eh bien, elle travaille mieux. Donc il y a un petit ajustement à faire.
Et sur les 9 semaines qu'on demandait, on a obtenu 4 semaines, dont 7 jours obligatoires. Or, les pays d'Europe du Nord qui ont fait ces réformes, ces pays d'Europe du Nord ont évalué les résultats de ces réformes, et l'illettrisme a disparu en une génération, moins de 1. La psychopathie, j'ai été invité en Suède, au Danemark, pas en Norvège, mais en Finlande, beaucoup. L'illettrisme a pratiquement disparu. Alors qu'en France, selon les quartiers, il y a des quartiers où il y a 6 d'illettrés, d'autres quartiers où il y a 12 à 15 d'illettrés. Donc, et ces illettrés sont malheureux et coûtent très cher à la société. Il y a eu une chute des psychopathies dans les pays d'Europe du Nord stupéfiante, très importante. Il y a eu une chute des suicides à l'adolescence de 40 en une génération. Et à 15 ans, tous ces enfants sont médailles d'or aux évaluations PISA, c'est-à-dire les évaluations scolaires de l'UNESCO. À l'inverse, dans les cultures du sprint, où on cravache les enfants, j'ai été invité au Japon, j'ai été aussi aux USA, les enfants sont surstimulés. Quelques-uns, les filles surtout, tiennent le coup et font des performances intellectuelles stupéfiantes. Pour des petits, très petits, performances intellectuelles, performances scolaires, performances musicales, c'est impressionnant. Mais c'est une minorité qui fait ces performances extraordinaires. La majorité casse. Angoisse, psychopathie, troubles du développement, surtout chez les garçons. Et arrive chez les garçons un phénomène stupéfiant que les Japonais appellent le hikikomori. Les garçons sont tellement stressés qu'ils préfèrent rester chez eux, ils tirent les rideaux, ils ne parlent plus, ils jouent ils utilisent les machines pour se distraire, pour supporter la solitude, et ils ont peur des femmes. On voit que la société japonaise, les premiers rapports sexuels, souvent c'est 30 ans, alors qu'en France, c'est 17 ans et 3 mois. Donc, ils ont peur des femmes, et les femmes ont peur des hommes. Et on voit ce phénomène de décrochage des garçons plus que des filles, est faramineux dans les pays asiatiques. Il commence à apparaître au Québec, et je suis convaincu qu'il apparaît aussi aux États-Unis et en France. Et on voit que la modernité n'est donc pas un facteur de protection. C'est un facteur de stress pour les hommes et encore plus pour les femmes parce que c'est elles qui portent les enfants, donc ça transmet une charge. Les hommes sont dispensés de la grossesse et les femmes ont donc une charge. Elles appellent ça charge mentale, mais elles ont aussi une charge physique, hein. Quand on voit leur bidon à 8 ou 9 mois, c'est une charge physique. Mais on voit aussi d'un phénomène apparaître, c'est les phénomènes à multiples attachements. On parle beaucoup de famille monoparentale. L'expression, il faut se méfier parce que si une femme, alors dans la plupart des divorces sont demandés par des femmes, 80. Si parfois elles ont raison de demander le divorce, même probablement souvent, mais c'est elles qui ont la garde des enfants dans plus de 80 des cas. Elles deviennent pauvres et elles deviennent harcelées par le travail, l'enfant, elles sont épuisées. Mais on ne peut parler de source de famille monoparentale que dans certaines circonstances. Si une femme élève son ou ses 2 enfants, ou 1,7 enfants si vous voulez, avec un autre homme, et si cet homme s'attache à cet enfant, eh bien c'est lui qui joue la fonction du père. Si cette femme élève son enfant avec sa propre mère, la grand-mère de l'enfant, eh bien c'est la grand-mère qui joue le rôle de père, puisque c'est la deuxième figure d'attachement. Et pour les couples homosexuels, vous avez compris que c'est aussi la même chose. Donc il faut faire attention. Une famille monoparentale, c'est une femme seule avec un bébé. Si la femme n'est pas seule, il y a des figures d'attachement multiples et l'enfant peut se débrouiller. Alors, lorsque les enfants rentrent en maternelle, en France maintenant c'est 3 ans, les enfants qui ont acquis un attachement sécure rentrent en maternelle à l'âge de 3 ans avec un stock de 1000 mots. Les 30 d'enfants qui ont acquis un attachement insécure, pour toutes les raisons que j'ai résumées tout à l'heure, entrent au même âge, en maternelle à l'âge de 3 ans,
avec un stock de 200 mots. Devinez lesquels vont fournir la population des futurs bons élèves. Et comme aujourd'hui c'est l'école qui fait la nouvelle hiérarchie sociale, c'est les diplômés qui ont un métier. Les autres, ils ont une précarité sociale. Donc on voit apparaître un top scolaire extraordinaire où les filles font de très bonnes performances et on voit apparaître une base larguée qui ont la haine, l'humiliation d'être largués et qui ont la haine des élites, comme on l'a entendu souvent au moment des Gilets jaunes. Donc on est en train de vivre une société clivée dans tout le monde entier et en France aussi. Et puis il y a un autre phénomène aussi, c'est le phénomène des écrans qui n'existait pas avant. Avant, quand une jeune femme mettait au monde un enfant, toutes mes copines d'enfance à 20 ans avaient déjà un ou deux enfants. Et quand elles mettaient au monde un enfant, c'était la fête dans la famille et dans le village. Jamais une femme, hein, une mère n'était laissée seule. Elle était entourée par un groupe de femmes pour le bébé, par un groupe d'hommes pour les aliments, le travail. Alors que maintenant, quand une jeune femme met au monde son premier bébé, elle a presque 31 ans, elle a fait des études, elle a appris un métier, elle a commencé à travailler, elle n'a pour ainsi dire jamais tenu un bébé dans ses bras. Donc, elle se retrouve isolée chez elle avec un petit tyran domestique qu'on appelle bébé, ce qui explique l'étonnante augmentation des dépressions périnatales après l'accouchement, et même maintenant on voit apparaître des dépressions avant l'accouchement, parce que la maternité devient une épreuve, parce que notre société organise surtout euh, l'isolement de ces jeunes mères. Et puis ensuite, on continue à vieillir, et là, on arrive à la troisième année, on parle, et on entre dans le monde des récits. Alors, les bavardages parentaux, les bavardages de la mère avec d'autres femmes, sont importants parce que c'est une manière de présenter le monde aux enfants. Euh, ah oui, c'est effrayant, il y a eu un attentat encore. Ben, les enfants entendent, c'est effrayant, ils ne savent pas très bien quoi, mais il va se passer des choses effrayantes. Ou au contraire, si on présente la famille, ah ben oui, tante Berthe, elle a fait un beau voyage, ah ben oui, oncle Léon, il a réussi à monter une entreprise. Les enfants entendent cette présentation du monde par les bavardages quotidiens. Et si on vit dans une culture du stress, ce qui est notre cas aujourd'hui, hein, c'est toujours plus ou moins le cas. Il y a eu des cultures du malheur, la guerre, la famine, et aujourd'hui on est dans une culture du stress. Eh bien, les enfants sont facilement stressés, surtout depuis le deuxième confinement. Et l'exemple que je prends, pour illustrer l'idée que ce qui stresse les enfants, c'est pas le réel, c'est la manière verbale de présenter le réel. Par exemple, vous vous rappelez sûrement l'attentat de Manhattan en 2001, les Twin Towers, le 11 septembre. C'était un chef-d'œuvre de terrorisme où, en sacrifiant 17 hommes, la planète entière a été terrorisée. L'enjeu des terroristes, c'est de passer à la télé pour terroriser les gens de façon à imposer leurs lois, ce qu'ils font dans beaucoup de pays. Hein, et dans beaucoup de pays, ils font passer leurs lois les unes après les autres en disant si vous ne les faites pas, je vais faire des attentats terroristes. Et ça marche très bien, il y a beaucoup de pays qui se soumettent. Et donc, on voit que donc il y a eu l'attentat des Twin Towers de Manhattan, de New York, et beaucoup d'enfants traumatisés à Bordeaux. Dans le réel, ces petits Bordelais ne risquaient rien, mais dans la représentation du réel, ces petits bébés, ces enfants étaient effrayés par la frayeur des parents. Les parents effrayés deviennent effrayants pour leurs enfants. Et oh, c'est affreux, qu'est-ce qui va se passer les terroristes, on leur présente un monde effrayant. Alors, ces récits collectifs ont un rôle très important. En Martinique, actuellement, les Noirs parlent beaucoup des descendants d'esclaves. Ils ont bien raison. Ils en parlaient trop peu avant, donc ils en parlent beaucoup. Donc, il y a un problème à régler. On voit des peuples persécutés, des peuples silencieux. Le silence participe au discours. Beaucoup d'Espagnols ont encore du mal à parler de la guerre civile. Les Juifs, après la Shoah, ont mis 40 ans avant d'oser en parler.
parce il y avait le gouvernement de Vichy, c'est un Américain, Paxton, qui a commencé à faire une réflexion historique. La guerre d'Algérie, ce sont les Italiens, avec la bataille d'Alger, qui les premiers ont posé le problème. Donc voilà, ces récits collectifs sont importants. Et puis enfin, on arrive à l'adolescence. Ceux qui ont eu un bon développement, qui ont acquis des facteurs de protection, comme je viens de vous le proposer, la grossesse, les 300 premiers, les bras de la mère, les récits, enfin tout ce que je viens de vous proposer, ils ont appris un métier, ils ont acquis un diplôme, ils vont se débrouiller, avoir une bande de copains, ils vont se socialiser. Les filles ont une puberté précoce, probablement à cause des leurres endocriniens dans les biberons en matière plastique, dans les médicaments, dans les aliments de grande surface, où il y a beaucoup, dans les viandes, où il y a beaucoup d'hormones pour faire grossir les cochons et les veaux. Donc ces hormones-là accélèrent la puberté des filles. Elles ont 2 ans d'avance sur les garçons à l'âge de 12 ans. Donc, au moment du bac, elles ont terminé leur fatigue de croissance. Elles sont en avance sur le plan scolaire et elles deviennent beaucoup plus anxieuses que les garçons. Les garçons, eux, au contraire, ne sont plus. Quand j'étais gamin, Paul Valéry appelait les garçons de 12 ans, 13 ans, les petits messieurs. On devait aller au lycée avec une chemise blanche et une cravate. Et on nous disait, il faut que tu apprennes un métier, n'importe lequel, parce que tu seras un responsable. Aujourd'hui, les petits garçons sont déresponsabilisés. D'ailleurs, ils mettent plus de cravate, c'est sûrement pour ça. Donc ils sont déresponsabilisés et ils ont un retard de développement d'au moins 2 ans sur les filles. Au moment du bac, ils sont en retard. Ils sont en pleine fatigue de croissance, alors que les filles sont déjà de jeunes femmes adultes. Donc il y a une inégalité des genres qui est en train de se préparer et qui va exploser sûrement dans une génération. Voilà, donc en conclusion, ce que je vous ai proposé pendant 40 minutes, c'est que la notion d'enfance dépend du contexte social et culturel. Le développement des enfants dépend de l'organisation des familles et des conceptions et de l'organisation de la société. Je ne parle pas, bien sûr, des accidents médicaux ou des accidents traumatiques, où là, il y a un autre déterminant. Je parle d'un enfant qui se développe bien. Or, actuellement, ces développements d'enfants sont très changés. Les mères ne sont plus les mêmes. Elles ont 31 ans, alors qu'avant elles avaient 18 ans. Les pères ne sont plus les mêmes. La violence et la force physique ne sont plus des valeurs adaptatives. Ce ne sont aujourd'hui que des valeurs de destruction. Le couple n'a plus la même signification. Quand j'étais gamin, le couple avait une fonction de solidarité. Aujourd'hui, il y a une question d'entente affective, sexuelle, et on se sépare si l'entente marche mal. Mettre au monde un enfant n'a plus du tout la même signification. Jusqu'au XXe siècle, mettre au monde le sexe avait une fonction sacrée et sociale. Fonction sacrée, mettre une âme au monde pour adorer Dieu. Fonction sociale, mettre un garçon au monde pour faire la guerre ou pour travailler 15 heures par jour. Aujourd'hui, on met au monde un enfant par désir, pour accomplissement personnel. D'ailleurs, on ne met pas au monde beaucoup d'enfants. En Occident, on met au monde 1,7 enfants. En France, 1,1 en Espagne et en Italie. Le monde de la maternité. Au Canada, où les femmes mettaient au monde 13 ou 15 ou plus d'enfants, aujourd'hui, elles sont passées comme tout le monde à 1,7, 1,8. Donc ça veut dire que la signification de l'enfant n'est plus du tout la même. Et puis surtout, le développement de l'école hiérarchise la nouvelle société de manière totalement différente. La force n'est plus la force physique, c'est devenu aujourd'hui la force scolaire. Alors, est-ce que la réussite sociale va continuer à devenir une valeur et va nous obliger à faire sprinter nos enfants? Je suis convaincu qu'à la sortie du virus, il va y avoir ce débat. On voit déjà des gens quitter la ville pour pour vivre paisiblement à la campagne, alors que leurs grands-parents ont quitté la campagne pour venir s'exciter et vivre un peu mieux en ville. Voilà, ça c'est l'évolution de la société. Mais je suis convaincu que à la sortie du virus, s'il s'éteint ou s'il se ralentit, on mettra en valeur d'autres ethos, une autre hiérarchie des valeurs. Est-ce que c'est si important de vivre en couple? Est-ce que c'est si important
Est-ce que l'école mérite le prix du sacrifice d'un grand nombre d'enfants? Est-ce qu'il ne faut pas ralentir l'école? Est-ce que le couple peut changer de formule? Est-ce que dans une vie, on peut faire plusieurs couples, ce qui est déjà en chantier? Et finalement, je vais terminer par une seule idée, c'est que on a un degré de liberté. C'est que, on peut agir sur le milieu qui agit sur nos enfants. C'est-à-dire qu'on a un degré de liberté, donc on a un degré de responsabilité pour fabriquer politiquement et pour fabriquer de la culture, comme on va le faire maintenant quand on va discuter. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Boris Cyrulnik. Oh, j'ai gardé mes lunettes. C'était très, très, très intéressant. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous avez reçu énormément de questions. Donc, je ne pense pas qu'on puisse toutes vous les poser, mais je vais faire au mieux. Donc, première question, on commence. N'hésitez pas à rajouter vos questions d'ailleurs dans le chat, hein. On essaiera d'y répondre. Donc, il y a eu une première question sur le fait de sécuriser la mère et l'enfant. Vous parliez des effets indésirables qui disparaissent très rapidement au bout de 24 heures, voire 48 heures. Et donc, on proposait, la question était, est-ce qu'on ne pourrait pas demander à la mère de rester dans un endroit, dans un environnement sécurisant pendant un certain temps pour éviter justement toutes ces répercussions sur l'enfant? D'accord. Alors merci pour cette question parce que ça m'oblige à préciser que j'ai pas dit que j'espère ne pas avoir dit que le problème était réglé en 24-48 heures. J'ai dit que le processus de résilience commençait en 24-48 heures. C'est-à-dire que lorsque le bébé est stressé, si on lui faisait une neuroimagerie, on verrait les atrophies, on verrait les altérations cérébrales. Mais en revanche, dès que la mère est sécurisée, donc devient sécurisante pour l'enfant, la reconstruction neuronale recommence en 24-48 heures. Mais ce n'est pas terminé en 24-48 heures. D'ailleurs, notre cerveau est terminé que à l'âge de 25 ans. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas 25 ans, les neurones construisent et peuvent être circuités, façonnés, sculptés par le milieu. Donc, le processus de reconstruction commence très très tôt, mais, et puis de toute façon, on passe notre vie à se construire, hein. C'est-à-dire que le cerveau est adulte à l'âge de 25 ans, mais toute notre vie, on passe son temps à se poser des problèmes et à trouver régulièrement des solutions différentes. Après l'âge de 120 ans, ça devient plus rare, ça devient plus difficile. Merci beaucoup. Donc une autre question, est-ce qu'il y a déjà eu des études ou des idées sur l'impact de l'usage des réseaux sociaux ou d'internet, sur l'enfant pendant la grossesse? Alors, c'est une question logique en effet, mais j'ai pas la réponse. Non, là, je sais pas. Je peux proposer des hypothèses, mais j'ai rien lu encore. Il y a sûrement des gens qui sont en chantier parce que c'est une question logique. Je pense que dans les familles, dans les foyers qui profitent du confinement, parce que ça existe, hein, il y a ceux qui ont un bon métier, ils ont un grand logement, et beaucoup d'hommes et de femmes ont profité du premier confinement. Ils profiteront moins du deuxième, parce que là, il y a une usure de l'âme, on est un peu fatigué, puis il va y avoir des ruines surtout, qui vont être un souci. Mais je pense que dans le premier confinement, il y a des gens qui ont profité pour se reposer, des femmes qui ont profité pour s'apaiser, beaucoup de gens me disaient, j'ai eu enfin l'occasion de m'occuper de moi. Donc, mais en revanche, je vais dire le contraire pour les familles pauvres, c'est-à-dire quand il y a des métiers de précarité sociale, quand il y a un logement où on est 6, 8 dans 30 ou 40 mètres carrés, où le père travaille sur les écrans, où la mère travaille sur les écrans, donc contraint la famille au silence, alors que les enfants voudraient mettre la télévision ou d'autres, quand le père se met à la guitare et empêche tout le monde de dormir, là, je pense que la violence conjugale a été une des premières manifestations du malaise pendant le confinement. Ça a été 48 heures après, la violence conjugale avait explosé. Et beaucoup d'enfants ont été, alors ça, les enfants ont été bien dans les familles où les parents étaient bien, ont été mal dans les familles où les parents ont été mal. Mais il y a eu des surprises. Par exemple,
beaucoup d'enseignants ont dit: «Les enfants vont prendre du retard, même si on limite la casse avec les écrans». Ce qui est vrai, on limite la casse, mais les écrans n'ont pas le même effet stimulant que la rencontre et même les écrans facilitent le décrochage. Mais enfin, vu les circonstances, merci les écrans. Et on constate que les enfants ont donc pris un petit retard et quand ils sont retournés à l'école, ils étaient tellement contents de voir leurs copains de classe et la maîtresse qu'il y a eu une activation de l'attachement, une activation du plaisir de travailler et qu'ils ont rattrapé leur retard en quelques semaines. Donc c'est difficile de faire des causalités linéaires. Mais alors là, j'ai un petit peu répondu à la question en disant que les écrans avaient participé à la modification des interactions, mais si vous me posez la question dans 6 mois, j'aurai sûrement de meilleures réponses. Très bien. Merci beaucoup. Donc là, nous avons une autre question. Est-ce que l'injonction à réussir de notre société actuelle crée des pressions supplémentaires sur les parents qui peuvent se répercuter sur les enfants? Alors la réponse est clairement oui. Euh, les cultures du sprint, je propose cette expression, les cultures du sprint fabriquent beaucoup de bébés anxieux. Les évaluations ont été faites aux États-Unis et au Japon, et on voit que les bébés mangent moins bien, dorment moins bien, sursautent beaucoup, sont inconsolables, alors que dans les cultures inconsolables, on met très longtemps à les calmer, alors que dans les cultures paisibles, comme dans les pays d'Europe du Nord ou d'autres cultures, un bébé, on le console avec un mot. Oui, oui, maman est là, paf, ça va. Ou un bruit. Par exemple, les bébés se sécurisent la nuit quand ils entendent leurs parents bavarder. Donc, il ne faut pas fermer la porte de la chambre du bébé, il faut laisser la porte ouverte. Ils sont très sécurisés par le bavardage des parents, ça va. Maman, papa sont là, je suis en sécurité. Donc, alors que quand les parents sont au sprint, travail, d'abord ils sont fatigués, d'abord ils sont moins disponibles, ils ont moins le plaisir de jouer avec les bébés. Et ce qui sécurise le plus un bébé, c'est de jouer avec lui. Non seulement ça le sécurise, mais ça le stimule. Pour lui, le jeu est un apprentissage. Eh bien, des parents qui travaillent au sprint, qui travaillent tant, jouent moins avec et le bébé, le développement des enfants a une répercussion dans les cultures du sprint. Donc maintenant, une question, je vais regrouper deux questions un peu plus actuelles concernant le confinement. Est-ce qu'on a déjà pu mesurer l'impact du développement, enfin, sur le développement enfantin du port du masque et du confinement? Alors l'impact immédiat, oui, l'impact à longue durée, non, puisqu'on est encore, on est encore dans l'épreuve, dans la synchronie, dans l'affrontement du réel. Alors l'impact, ben, les enfants n'ont pas été impactés par le port du masque, parce que pour eux, quand ils reconnaissent leur mère, même avec un masque, ils reconnaissent leur père, ils reconnaissent l'enseignant. On voit que les enfants de mères musulmanes voilées, même quand il y a un groupe de femmes voilées, ils ne se trompent jamais de mère, parce qu'il y a d'autres informations qui passent par le corps, par la voix. On voit donc les enfants, et puis les enfants aveugles de naissance sont très sécurisés, ils surinvestissent la voix de la mère, et pour eux, ils reconnaissent quand même leur mère. Donc les enfants, pour l'instant, n'ont pas été impactés par le port du masque, même si le visage est très important. Je pense qu'on est tellement doué pour traiter les informations du visage que le moindre plissement d'yeux, le moindre mouvement de la tête suffit pour reconnaître une mère sécurisante ou une mère qui n'est pas contente et qui va se fâcher. Et les enfants traitent très bien ces informations malgré le masque. Une autre question, plus sur les jeunes filles. Donc, d'où provient l'anxiété des jeunes filles après le bac? Car si elles ont de l'avance par rapport aux garçons, on voit que leur anxiété leur nuit beaucoup plus pendant leur réussite ultérieure. Il y avait un petit tremblement de votre voix, je n'ai pas compris la question. Alors, je la répète, excusez-moi. D'où provient l'anxiété des jeunes filles après le bac?
Alors, Car si elles ont de l'avant, non, non, les filles sont anxieuses après les règles. C'est-à-dire que les petites filles, d'abord, les petites filles sont plus faciles à élever que les petits garçons. Elles sont plus mignonnes, elles obéissent, elles sont meilleures à l'école, elles sont plus stables. Mon ami Emilio Salgueiro de Coimbra au Portugal avait fait une enquête sur les petites transgressions d'enfants. Les garçons trafiquent le carnet de notes très souvent, les filles très rarement. Les garçons font l'école buissonnière très souvent, les filles très rarement. Les garçons gardent la monnaie quand ils vont faire les courses, les filles très rarement. Donc, on voit que les filles s'adaptent mieux à la famille et à la culture, et elles ne sont pas anxieuses. Les petites filles, au contraire, elles ont un très bon développement. Mais après la puberté, peut-être les hormones, peut-être, je ne sais pas, après la puberté, elles cessent de grandir et elles deviennent anxieuses. Elles deviennent anxieuses donc bien avant le bac. Et ça participe d'ailleurs aux bons résultats scolaires. C'est que les garçons, pas anxieux, trop confiants, euh, mais tu vas avoir un contrôle dans 48 heures, tu devrais travailler. Oh oui, mais il y a un match de foot à la télé, c'est quand même plus important de regarder le match de foot à la télé, alors que les filles ne le font pas, même si elles s'intéressent au foot. Donc il y a déjà un développement qui n'a pas le même style pour les petits garçons et pour les petites filles. Et après la puberté, les filles deviennent un peu plus anxieuses, plus stables, et ça les oblige à organiser une vie plus organisée. C'est pour ça qu'une fille à 16 ans, c'est déjà une jeune femme adulte, ce qui n'est pas le cas d'un garçon de 16 ans. donc une autre question, est-ce que l'absence partielle du père est-elle compensée par d'autres membres de la famille qui prennent soin du bébé, par exemple les grands-parents? Oui, merci pour cette question. Merci parce qu'en effet, euh, on sait à peu près ce qu'est une mère. Et encore, c'est difficile parce qu'il y a des cultures polymaternelles, où c'est un groupe de femmes qui s'occupent d'un enfant. Alors, il y a la femme qui a porté l'enfant, et puis il y a d'autres femmes qui sont. euh, j'ai eu à diriger la thèse d'une jeune Algérienne qui avait eu 5 mères. Alors, je lui dis, mais comment on fait quand on a 5 mères? Elle me dit, mais c'est délicieux, parce que sur les 5 mamans, il y en a toujours une qui est de bonne humeur. Alors, donc déjà, selon la culture, il y a des cultures où c'est un groupe de femmes qui s'occupent. Il y a des cultures où la maman, c'est toutes les femmes du côté de la mère. Hein, par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de cultures comme ça. Et le père, alors on sait, alors là, le père, on sait étonnamment peu. Ça varie étonnamment d'une culture à l'autre. Il y a des cultures où l'amant, le père, c'est pas l'amant. Euh, L'amant, c'est celui qui a fait le coup, si vous permettez cette délicate métaphore, et le père, c'est celui que la société oblige, invite à s'attacher à l'enfant et à s'en occuper. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cultures africaines ou mélanésiennes où le père, c'est le frère de la mère, c'est-à-dire c'est celui que nous on appellerait l'oncle maternel. Et dans des cultures, c'est lui qui est nommé père. Et il prend sa tâche au sérieux et il finit par s'attacher à l'enfant. Et, et donc, ça veut dire que si le père travaille et s'il y a ou est absent à cause de son métier ou de sa maladie, enfin, s'il y a un père, comme vous avez dit, un père partiel, s'il y a une niche sensorielle autour de l'enfant composée de la mère, un autre homme, une grand-mère, l'enfant se débrouillera pour se développer quand même à condition qu'il y ait une niche sensorielle à multiples attachements et à condition qu'on parle de l'absence du père avec des louanges. Si on dit le père est absent parce qu'il est encore au café, c'est pas du tout la même signification que si on dit le père est absent parce qu'il a un métier passionnant et que, grâce à son métier, on pourra payer une belle maison. La parole a une fonction structurante. Les récits ont une fonction structurante. Donc merci pour cette question parce que effectivement, le père, c'est un polypère, si on peut dire, alors que la mère, c'est une polymère, si on, enfin, faut pas dire ça, mais c'est le père, il y a des cultures où le père, c'est un équipage d'hommes. C'est-à-dire que plus l'homme est vieux, plus
il est responsable, et que plus l'homme est jeune, plus c'est un équivalent de grand-père. Donc le père, on ne sait pas très bien ce que c'est, ça dépend de la culture, mais un père partiel, s'il y a une niche sensorielle et de multiples attachements, l'enfant se débrouillera. Bien. Maintenant, une autre petite question, et je pense qu'après, on va peut-être en prendre une autre dernière et ce sera fini. Donc, par rapport à tout ce que vit le fœtus dans le ventre de sa mère, de cet environnement sensoriel auquel il s'habitue peu à peu et qu'il retrouvera après la naissance, qu'en est-il des enfants nés d'une mère porteuse? Alors, c'est une question logique, merci. Pendant la grossesse, la mère porteuse fournit au bébé qu'elle porte ce dont il a besoin, sauf les mères porteuses qui pratiquent le déni de grossesse. C'est rare parce que souvent les mères porteuses sont soit des femmes qui malheureusement gagnent de l'argent comme ça, soit des femmes qui sont follement heureuses quand elles sont enceintes. Hein, tout à l'heure, je parlais des femmes qui dépriment quand elles sont enceintes, ce qui existe, mais il y a à l'inverse des femmes qui disent: «C'est des moments les plus heureux de ma vie, j'en reviens pas du bonheur que j'ai éprouvé pendant ces moments-là». Donc à ce moment-là, ces femmes-là fournissent au bébé qu'elles portent, elles fournissent tout et le bébé se développe très bien. Mais il y a un moment, il y aura un changement de bras. Après la naissance, la niche sensorielle change de forme, puisque le bébé change de mère. Et là, ça rejoint la situation des bébés prématurés ou la situation des bébés adoptés. Dans les bébés prématurés, ils sont nés avant terme et ils sont dans des couveuses. Donc la couveuse, c'est une machine moins sécurisante qu'un corps de mère, qu'un corps de femme. Mais il faut bien s'adapter. En revanche, dans l'adoption, si on donne un bébé à l'adoption, il va avoir quelques jours ou quelques semaines de désorganisation, parce qu'il ne connaîtra pas le rythme de la femme qui devient sa mère, il ne connaîtra pas le son de la voix, la niche sensorielle sera un peu différente, et quelques jours ou quelques semaines après, il va s'adapter et la nouvelle mère deviendra sa vraie mère, comme dans l'adoption. Mais ça implique que plus le changement se fait tôt, plus la femme porteuse est heureuse, plus le changement de bras de mère se fait tôt, plus le développement se fera le mieux possible. Mais s'il y a des ruptures, notamment s'il y a un abandon après la naissance, si l'enfant est isolé longtemps après la naissance, alors là, il y aura les dégâts dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces dégâts sont résiliables, mais si on laisse l'enfant seul trop longtemps, ça va devenir une structure anatomique et là, la résilience sera de faible, aura de mauvais résultats. Très bien. Et peut-être la dernière question, je pense, toujours sur le sujet de la grossesse, est-ce que l'alcoolisme du père peut être un facteur favorisant le développement de l'alcoolisme dans la génération suivante? Peut-on dire que c'est transmis déjà lors de la grossesse? Est-ce que le père, qu'est-ce qu'il fait le père? Est-ce que... Alors, je répète, excusez-moi. Est-ce que l'alcoolisme du Ah, père peut être un facteur favorisant le développement de l'alcoolisme dans la génération suivante, et ce, dès la grossesse? alors l'alcoolisme ou la cigarette de la mère euh, Oui, bien sûr. modifie les cellules du cerveau de l'enfant. Si on fume autour d'une femme enceinte, la femme enceinte, en respirant la cigarette, ça passe dans le liquide amniotique que l'enfant déglutit. Et la nicotine abîme les cellules cérébrales du bébé qu'elle porte. C'est-à-dire que fumer autour d'une femme enceinte, c'est agresser le cerveau du bébé qu'elle porte. Pour l'alcool, si on boit de l'alcool autour du bébé qu'elle porte, le bébé, ça lui sera complètement égal. Si la mère boit ou si elle prend des substances, là, il pourrait y avoir des dégâts parfois importants pour le bébé qu'elle porte, des malformations crânio-faciales, des malformations cérébrales, si la mère boit pendant qu'elle porte le bébé. Si le père boit, je pense qu'il n'y aura pas de réaction directe, mais il peut y avoir des réactions indirectes. Si le père boit, ça m'étonnerait que ça rende sa femme heureuse.
Donc probablement s'il boit, probablement sa femme va déprimer ou être anxieuse. Donc l'anxiété de la mère provoquée par l'alcoolisme du père peut transmettre quelque chose à l'enfant. Mais c'est pas irrémédiable. Si le père arrête de boire ou si le bébé a été stressé, je reprends le raisonnement que je proposais tout à l'heure, si on sécurise la mère, son corps, son esprit, ses bras, sa manière de parler seront suffisants, c'est même pas la peine de lui donner des conseils. Dès qu'elle la mère sera sécurisée, le bébé va se débrouiller pour reprendre un bon développement. S'il y a des dégâts importants, là, il faudra demander avis à des professionnels. Mais si le père boit, ça peut avoir une répercussion, par le malheur de la mère. Mais si on comme j'ai proposé tout à l'heure, si on intervient, le malheur n'est pas durable. Très bien. Bon, et ben écoutez, je pense On qu'on a peut tout dit. conclure parce que ça On fait on a tout c'est c'est non, mais merci beaucoup vraiment pour votre intervention. C'était très, très intéressant et vous avez reçu, beaucoup de questions. Je suis vraiment désolée, on peut pas répondre à toutes, mais j'ai essayé de faire un choix un peu comme ça. Donc écoutez, je vous remercie, tous d'avoir, suivi ce live, d'être présents malgré les conditions. Et puis, je vais vous partager toutes nos, tous nos liens du Maïf Social Club pour retrouver toutes les informations. Et puis, ben, merci à vous, Boris Cyrulnik, d'avoir accepté encore une fois d'intervenir ce soir et dans ces conditions-là. merci de m'avoir invité. Je, Au revoir. je vous